Hello, hello pour ce deuxième jour du calendrier de l'Avent et de l'après, puisque comme je disais hier dans la vidéo, je vais vous accompagner jusqu'au 31 décembre. Il y a eu un petit décalage d'une semaine et du coup, c'est très bien puisque là, on est en année 9, on est dans une thématique d'aboutir les choses, d'aller jusqu'au bout. Donc, on va aller jusqu'au bout du mois de décembre et jusqu'au 31, et ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir enquiller directement sur ce beau portail du 1er janvier 2026. Donc, quand on réduit 2026, ça fait un 1. Et donc, janvier, c'est 1. Et le premier, c'est 1. Donc, on va avoir le 1er janvier un magnifique portail, mais hyper puissant, du coup, en triple 1. Donc, très yang, très connecté, on va dire, à l'énergie masculine, d'action, de nouveauté, d'initiation concrète, de co-création, enfin, même non, pas de co-création, de création, parce que le 1, c'est l'unité, c'est le soi, le solo, l'indépendant, l'individuel, et ça va parler aussi d'identité forcément. Donc je trouve que c'est parfait parce que ça va faire le lien, ce calendrier de l'Avent, entre cette année 9 qu'on termine et ce cycle de 9 ans qu'on termine, et un nouveau cycle de 9 ans qui va commencer par un portail en triple 1. Voilà, parce que j'aime bien expliquer les choses. Là, on est dans la vidéo un petit peu plus longue, donc s'il y en a pour qui ça va être trop long, je vous engage, vous avez sur mon compte Instagram la vidéo qui est un petit peu plus courte, je crois dans les 12 minutes, où j'ai résumé une bonne partie de ce nombre et des aspects shadow par lesquels on va le contacter. Et puis, avec une petite clé aussi déjà, mais je n'ai pas voulu dire le nombre comme ça directement, il ne sera pas non plus dans l'écrit directement, parce que c'est c'est le nombre pour moi le plus difficile. C'est la vibration la plus difficile. Je vais vous parler vraiment de trouver sa place et donc de toutes les difficultés à trouver sa place dans cette incarnation. Ça passe par tout un cheminement et tout un déconditionnement, et avec ce nombre, le cheminement, malheureusement, il va passer par tout le shadow des archétypes en fait. On va voir, je vais vous donner un petit peu la liste. J'ai préparé quand même pour pas me perdre et pour vraiment rester centré, parce que c'est très important de bien expliquer ce nombre. Ça va passer par la compréhension de ces 9 archétypes et de par quoi on passe. Voilà. Parce que, et à la fin, je vous donnerai des clés forcément, parce que c'est pas le tout de vous dire voilà ce nombre-là. Mais c'est un nombre qui mérite d'être accompagné. Donc vraiment, c'est pour ça que je veux pas livrer ça en pâture comme ça directement, parce que c'est un nombre qui apporte beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension. On a l'impression de subir sa vie. Enfin, on vit des choses vraiment pas faciles. On est très enfermé dans beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup de tristesse. On est complètement lié à toutes les blessures. Les 5 blessures de l'âme, bien sûr, mais même d'autres. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je veux pas que ça circule en disant ah telle personne elle a ce nombre-là, ou parce que bien sûr ça peut être votre jour de naissance, ça peut être votre chemin de vie, ça peut être votre mission, c'est-à-dire votre jour plus moi. Mission spirituelle, c'est le jour plus moi. Et après on peut retrouver ce nombre aussi dans nos lignées. Moi c'est un nombre que j'ai par exemple dans ma lignée paternelle. Donc j'ai du transgénérationnel là-dessus. Et en plus ça vient impacter justement l'histoire de prendre ma place. Donc ça va être la thématique vraiment d'aujourd'hui, prendre sa place et se réaliser dans la vie. Voilà, sauf que c'est pas évident toujours pour tout le monde. Il y a quelques années, j'aurais eu beaucoup de mal juste à parler comme ça et à faire une vidéo. Aujourd'hui, je suis pas encore 100% à l'aise sur faire des directs, mais je sais que ça va venir. Mais juste l'image de soi, le retour de soi, la peur du jugement, de ne pas être compris, surtout quand dans sa vie on s'est pas senti compris, on s'est toujours senti différent. Pour moi, c'est déjà par exemple aujourd'hui une très très grande évolution. Voilà. Ce nombre-là, moi, je l'ai justement dans ma capacité de réalisation. Et c'est pour ça que de comprendre après son thème et de comprendre ses nombres, ça fait partie de la base de la connaissance de soi, comme je dis toujours. Il faut d'abord se connaître pour se comprendre. Et pour sortir des paradigmes en fait de ce que nous renvoient les autres, parce que des fois on croit qu'on est comme ci, comme ça ou quoi, mais en fait c'est parce qu'on est dans nos blessures, et parce que c'est les autres qui nous renvoient ça. Les autres nous renvoient ça, pourquoi? Parce qu'en fait on vibre ça nous-mêmes. On est juste un aimant à attirer,
à soi des personnes qui ont les mêmes vibrations que nous à des moments donnés. Et donc on subit des blessures de plein fouet, mais en fait c'est nous-mêmes qui avons ces blessures-là en nous. Hein. Pourquoi on attire, ça va peut-être choquer des personnes ce que je vais dire, mais c'est là où j'en suis arrivée aujourd'hui de mon chemin. Pourquoi on arrive à soi des compagnons maltraitants, des parents aussi des fois maltraitants, des pertes, des faillites, vraiment des situations mais de vie catastrophiques, et je suis passée par un paquet de ces situations-là. Pourquoi on attire des manipulateurs comme patrons, des gens qui profitent de nous, etc. Ben, en fait, on a choisi, moi, dans mes croyances nouvelles maintenant, parce que je suis une hypersensible, voilà, hypersensibilité, neuro, TDA, etc. Je me suis sentie incomprise toute ma vie. Je n'évoluais pas dans un monde que je trouvais sécurisant, et je n'évoluais pas dans un monde ou même dans un foyer, même si j'ai eu beaucoup d'amour dans ma famille, je n'étais pas dans un foyer sécurisant puisque mes parents eux-mêmes avaient beaucoup de blessures et n'étaient pas en sécurité eux-mêmes, ni dans leur corps, ni dans leurs émotions. C'était une autre époque, voilà, c'était différent, il n'y avait pas tout l'accès maintenant, mais il n'empêche que j'ai grandi dans un foyer pas sécurisant pour la petite fille que j'étais à l'époque. En plus, on a beaucoup voyagé avec mes parents, ce qui peut sembler génial pour la majorité des gens à l'étranger, puisque mon papa travaillait à Air France, mais une petite fille qui atterrit à Moscou à 4 ans, de ses 4 ans à ses 7 ans, qui quitte toute sa famille, sa grand-mère, son grand-père, sa cousine, son cocon familial pour atterrir dans un pays où il fait moins 40, où on ne parle pas la langue. À l'époque, on ne parlait pas français, hein, je vous rappelle, en URSS, c'était l'époque de l'URSS, où on était épiés, surveillés, tout le temps soupçonnés d'être des espions de ci, de là. On avait du KGB qui venait à la maison parfois. On a retrouvé des fois des pieds cachés derrière des rideaux, des micros au milieu des murs. Avec voilà, arriver là-bas, connaître personne. Mon père enlevait la batterie de la voiture tous les soirs pour pas qu'elle gèle, et puis parfois il devait prendre des taxis pour suivre les taxis pour aller travailler parce qu'ils se perdaient. Les panneaux étaient écrits en russe. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, de la vue d'adulte, des amis de mes parents à l'époque, c'était génial, waouh, quelle expérience. Ah bah oui, en plus on allait au Berioska. C'est sûr que nous, on n'était pas comme les Russes, on mourait pas de faim. Voilà, on allait au Berioska, on mangeait presque plus souvent des fois du caviar que des produits de consommation courante, parce que là-bas, bah, c'était commun, c'était pas cher. C'est comme certains pays nordiques avec les crevettes ou avec le homard au Canada, ou les crevettes, voilà. Mais sauf que la petite fille, l'enfant, elle qui a vécu ça, elle s'en foutait de bouffer du caviar. Hein. Elle voulait sa famille, son cocon, elle voulait se sentir sécurisée. Du coup, ma maman, qui était très inquiète aussi, et quand même d'une nature très stressante, très stressée, la pauvre, elle avait des grandes maladies de peau, etc. Forcément, je sentais que ma maman n'était pas au top de la confiance. Hein. Des fois, on était en voiture, elle vérifiait si on n'était pas suivi. Une fois, je sais qu'elle m'a emmenée chez des dissidents acheter des tableaux, des icônes, je sais pas quoi, ou c'est samovar là, et que voilà, et ben pour une petite fille, et puis voir des marchés vides avec des gens qui n'ont pas à manger, des magasins vides avec des queues de 600 mètres, où les gens faisaient la queue, mais on ne savait pas ce qu'il y avait à vendre dans les magasins, mais tout le monde partait du principe que s'il y avait une queue, c'est qu'il y avait quelque chose à vendre, et que du coup, s'il y avait quelque chose à vendre, eh ben on faisait la queue, et puis qu'après, on pourrait toujours faire du noir et échanger. Voilà. Donc, bonjour le déconditionnement, le changement de paradigme, dans une société où il était interdit de parler, contrôle de la presse, contrôle des étrangers, aucune liberté d'être, de parler. On était, on était contrôlé plusieurs fois régulièrement. Et en fait, si on se perdait dans la rue et qu'on voulait demander notre chemin, qu'on s'approchait de Russes pour demander, forcément, et ben en fait, dans les quelques secondes, il y avait toujours un agent qui arrivait et qui disait qu'on pouvait pas parler, que c'était interdit, il fallait pas communiquer. Mais tout ça, si on l'a pas vécu, c'est irréel, parce que à cette époque-là, en France, dans les informations, nous on avait déjà tout, la liberté d'expression et tout, on pouvait pas imaginer qu'il y ait des pays qui vivent comme ça. Et eux, dans le pays, à l'intérieur, ils étaient loin aussi d'imaginer que
Il y avait des pays dans le monde qui avaient le droit de vivre, de parler, de communiquer, où il y avait des journalistes qui avaient des cartes de presse, qui avaient le droit de dire ce qu'ils voulaient. Surtout nous, la France, on représentait tellement le pays des droits de l'homme, de l'expression totale, etc. Bref, tout ça pour dire qu'une situation, ça dépend comment on la vit et à quel âge on la vit. Quelque chose qui peut avoir été merveilleux comme une expansion ou quelque chose pour un adulte peut avoir vécu comme traumatisant par un enfant. Et ça m'a pris énormément d'années de culpabilité à m'autoriser. Je vous parle de ça parce que c'est lié à tous ces nombres en fait. La culpabilité, c'est énorme, surtout quand on vit dans un foyer où il y a de l'argent, où il y a des ressources, qui était le cas de mes parents. Tout le monde dans la société part du principe qu'en fait, si tu n'as pas été battu, violé, maltraité physiquement, on commence à venir à la santé mentale et à la non-reconnaissance, à la non-confiance, au non-soutien des parents comme des blessures. Mais avant, ce n'était pas du tout le cas. Du moment que tu as été aimé, que tu as eu 2 parents, que tu n'as pas été tabassé, violé, voilà, séquestré ou quoi, ben, forcément, tu n'as aucune raison de te plaindre. Surtout si tu as été élevé avec des parents qui avaient des conditionnements comme ça, avec beaucoup de sacrifices, peu de regard vers soi, peu d'introspection, peu d'estime pour soi et beaucoup pour les autres. Et puis aussi l'histoire de l'argent. Si tu as été dans une famille où il y a eu de l'argent, donc déjà, de quoi tu te plains, quoi. Et c'est vrai que du côté de mon papa, il n'y avait pas beaucoup, mais du côté de ma maman, il y avait de la matérialité. Voilà. Ma maman, c'était une famille de propriétaires. On a toujours été propriétaires, mes grands-parents, arrière-grands-parents. Par contre, il y avait du lourd aussi. On a été propriétaires, mais des fois pas longtemps. Ou alors, beaucoup de pertes d'argent, beaucoup de problèmes de succession, de faillite. Mes grands-parents avaient acheté des bons trésors, justement, russes. Ils ont tout perdu. Mes parents aussi, à une période de leur vie, ça a été très chaotique. Mon père avait placé de l'argent aussi, que ma mère ne savait même pas. Il a été perdu. Enfin bon, pas évident du tout et c'est complètement en rapport avec le nombre. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour vous expliquer que concrètement comment ça se concrétise dans la vie. Et donc ça, cette fait de me sentir incomprise et d'avoir pas le droit de me plaindre parce qu'en fait dans ma vie tout allait bien pendant longtemps, j'ai été en déni de moi-même aussi et j'ai été dans la culpabilité de ressentir ou de penser ou de dire même que je ne me sentais pas bien. J'étais hypersensible, et donc ça c'est très lié au nombre dont je vous ai parlé hier, au nombre 9 dont je parlais hier. C'est de l'hypersensibilité. Et on va en parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, du coup, on est le 7 décembre. Hier, on était le 6, on retombait sur un 9. Aujourd'hui, on est le 7, et le 7 et le 9, c'est les 2 nombres les plus hypersensibles, les plus stressés, les plus émotionnels, etc. Donc, selon avec quoi ils sont couplés, moi, j'ai du 7 et du 9, je suis, voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, ce qu'on appelait à l'époque hypersensibilité, et aujourd'hui, je sais que c'est ça ma force. Aujourd'hui, j'ai réussi à prendre conscience, à prendre connaissance de ce que ça m'apporte. J'ai réussi à réguler cette hypersensibilité. Heureusement, j'ai beaucoup travaillé sur mes blessures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à connaître mes talents, mes capacités, à reprendre confiance en moi, à reconnecter à mon intuition. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça me sert. Voilà, effectivement, vais être plutôt le bon interlocuteur, le bon miroir pour des personnes qui vont être aussi dans des schémas comme ça, neuroatypiques, TDA, hypersensibles. C'est sûr. Parce que j'ai expérimenté ça toute ma vie. Je sais ce que c'est. Je suis même encore en train, aujourd'hui, j'expérimente des traitements, j'expérimente des thérapies. Au niveau cognitif, j'ai dû adapter ma vie, mon fonctionnement pour aller mieux. J'ai cherché toute ma vie des solutions cognitives et comportementales pour évoluer, avancer, comprendre, m'adapter au niveau du travail, au niveau de mes relations, etc. C'était aussi complètement lié à mes blessures et c'était aussi complètement lié à ce nombre dont je vais vous parler, vous développer un petit peu plus.
voilà, c'est mon expérience de vie. Donc, quelqu'un qui n'a pas, moi je dis toujours, il faut être coaché par quelqu'un qui peut comprendre et qui a vécu ce qu'on a vécu, qui va vibrer dans nos nombres. Parce que moi je dis tout le temps, j'ai manqué de confiance en moi du coup toute ma vie. Et du coup, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que je manquais aussi d'estime de moi, que c'était lié. Euh, Bien sûr que j'apprends des choses quand je me fais coacher par des coachs qui sont très yang, très dans l'action, très dans l'énergie, très dans la décision. Je décide et je fais. Oui, bah ça m'apprend que c'est possible pour certaines personnes qu'ils y arrivent. Mais en même temps, des fois, ça me bloque aussi et ça a pu me décourager aussi beaucoup de fois parce qu'en fait, moi, j'ai pas ça dans ma vibration. Et en fait, moi, j'ai des choses beaucoup plus profondes, karmiques, ancrées, transgénérationnelles. J'ai des blocages, j'ai des autosabotages inconscients. Et pour moi, non, c'est pas ça. C'est pas je décide et je fais. Parce que déjà, pour décider, il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, j'ai passé toute ma vie à pas savoir ce que je voulais. Et même encore cette année, il y a quelques mois, je suis toujours, en tant que multipotentielle aussi, hyper créative. Hein, les neuros, vous savez ce que c'est, hein, qu'on dit, ces profils multipotentiels. On veut faire tout et on veut pas se fermer de porte. On veut pas renoncer, mais en même temps, les journées sont pas assez longues et le cerveau, punaise, les émotions, quand on vit des choses, après, il faut le temps de s'accueillir, il faut le temps que ça redescende. Donc, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile, mais en même temps, ne pas tout faire et se limiter, comme on dit, se nicher et ne faire qu'une seule chose, le même métier toute sa vie. Mais quelle frustration! Ça correspond tellement pas à ce que je suis, à la vibration des personnes comme moi, multipotentielles. Voilà, on est plusieurs choses et ça fait partie de notre identité. Et c'est pour ça que je dis toujours aussi la numérologie. Il faut l'expliquer parce qu'on n'est pas qu'un nombre. Déjà, au minimum, je parle toujours de notre pyramide. Déjà, notre chemin de vie, notre soi, c'est notre mois de naissance. Notre chemin de vie, bien sûr, c'est un objectif, mais notre soi, ben, qui on est, dans quelle essence on va pouvoir réaliser cet objectif. On a aussi tout ce qui est parti de notre nombre d'expression avec le prénom, le nom de famille, qui va nous dire aussi ben, comment on va s'exprimer. Et ça, c'est très accouplé avec notre soi, notre mois de naissance. Notre jour et notre année, elle va nous donner d'autres indications, mais hyper intéressantes, fondamentales, etc., sur ce qu'on nous a légué. Et puis, notre mission spirituelle aussi est super importante, notre jour plus moi. Et on a un nombre de jokers, un nombre de ressources. Et là, je vous parle que de la base parce qu'après, il y a notre année personnelle, l'année collective, dans quel environnement on évolue avec ces deux-là, les deux comptes, le personnel et l'universel. Je dirais même que le personnel va compter encore plus que l'environnement parce que notre personnel, il est vraiment lié, notre année, ça va nous dire ce qu'on a à travailler par rapport à ce nombre-là. Comment vit ce nombre-là dans notre thème? Moi, par exemple, là, j'étais en année 7, en 2025. Je dis j'étais parce qu'on est en train de finir l'année. Hein. Je vais passer en 8. Et comment le 7, il résonne dans mon thème? Le 7, c'est ma mission spirituelle. Hein. Ça, c'est normal parce que quand on était en collectif 9, toutes les personnes, on est toutes ramenées à nos missions spirituelles. Donc, cette année, en 2025, on était tous dans nos années, dans nos missions spirituelles. C'est-à-dire jour plus mois. Donc, c'était une année hyper importante pour le coup. Hein. Il y avait l'année personnelle, l'année collective, et du coup, c'est comme s'il y avait un doublon sur l'année personnelle. Et ce doublon, c'était année perso plus mission spirituelle, parce que c'était le même nombre. Donc là, c'était une année qui nous ramenait bien, en fait, à notre mission et à notre place, justement, dans le monde. À notre place, dans notre famille, dans notre travail. Et dans quelle place on s'autorise, en fait. Donc, le collectif, bien sûr, il est important parce que c'est lui qui va nous renvoyer en miroir, hein, c'est notre environnement, donc qui va nous montrer là où on a encore un petit peu du chemin à faire et comment on évolue par rapport aux autres et dans la société. Voilà, c'est tous les codes sociétaux. Mais on n'est pas que ces nombres-là parce que ces nombres, comme je vous disais, ils changent, ils vont évoluer en interaction avec les années. Donc quand on change d'année personnelle et d'année collective, l'interaction à nos nombres change, hein, c'est du vivant la numérologie, c'est incroyable quoi. Et en fait aussi, ils vont changer au fur et à mesure de nous. Nous, on évolue, on comprend des choses, on conscientise, on libère, on soigne, on accueille, on accepte des nombres. Et en fait, c'est un peu comme dans Mario, tu passes d'une étape à l'autre. Quand tu as
validé, compris, accueilli, guéri certaines choses, bah, tu passes à l'étape suivante. Et du coup, même un nombre que tu avais visité dans le cycle d'avant de 9 ans, bah là, ce cycle-là, tu vas pas du tout le vivre de la même manière. Parce qu'il va t'amener autre chose. Et c'est pour ça que des fois, on se dit, non, mais il y a toujours un truc, quoi. C'est pas possible, quoi. Des fois, on croit qu'on a fini, que c'est bon, on va pouvoir vivre un peu tranquille. Et on se dit, bah, il y a toujours un truc qui sort de nulle part, quoi. Bon, voilà, ça dépend de nos nombres. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a une étape qui est essentielle, indispensable, de la connaissance de soi, de comprendre nos fonctionnements, notre essence et de comment on fonctionne. C'est pour ça que je parlais de l'hypersensibilité et tout. Pendant longtemps, on se fait sans juger par les autres. Les gens croient qu'on est fragile, qu'on est faible. Les gens, ils confondent la sensibilité avec la faiblesse. Ils confondent la sensibilité avec la fragilité. Alors oui, il y a des moments au début, quand on ne sait pas trop gérer, effectivement, ça peut donner cette impression, mais en fait, c'est tellement le contraire. Parce que ce que je me suis rendu compte ces dernières années d'ailleurs, et si vous êtes hypersensible, ça va vous parler aussi, c'est qu'en fait, nous, on a cette porte ouverte au vivant, aux émotions, à nous, à l'humain, à l'empathie. Alors oui, il y a des moments où on les vit très fort. Mais il y a toute une autre partie de c'est les fameux schémas d'attachement aussi. Nous, on va être plus dans des schémas d'attachement, du coup, le stressé, angoissé. Sauf que toute une autre partie de la population, elle va être dans l'autre schéma d'attachement qui est insécure. Là, je parle des deux insécures, parce qu'évidemment, celui qui est sécure, lui, il va bien, tout va bien, il n'est pas dans ces extrêmes-là. Mais dans les deux, disons, qui sont insécures, c'est le stressé angoissé et le schéma de l'évitant. Un, il est dépendant, l'autre, il est évitant. Et l'évitant, il est dans le déni, dans la fuite. Et lui, il a bloqué